docteur en droit aux universités de La Rochelle et de Cocody Abidjan. Je suis enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, dans laquelle je dispense des cours au sein de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques. Par ailleurs, je suis aussi avocat au barreau de Paris et j'ai travaillé principalement sur les accords de paix dans la résolution des conflits armés internes en Afrique. Alors ce sujet m'a beaucoup intéressé compte tenu de la conflictualité très grandissante sur le continent africain. Depuis bien d'années, comme vous le constatez, depuis les années 50 déjà, avec le premier conflit soudanais. Et par la suite, les conflits se sont enchaînés et se sont démultipliés jusqu'aux années 90, où la conflictualité a été encore beaucoup plus forte. Alors, l'intérêt que j'ai porté à ce sujet n'était pas de voir l'aspect militaire de la résolution des conflits, mais plutôt ces instruments nouveaux que constituaient les accords, dont l'objectif était de mettre fin à ces nombreux conflits-là. Et j'ai choisi de travailler sur l'ensemble de l'Afrique pour ne pas délimiter de façon spatiale mon sujet, pour être beaucoup plus à l'aise à voir un peu tout ce qui s'est passé à travers le continent africain, et aussi de ne pas me limiter dans le temps pour être à l'aise à parler des conflits de première génération que je qualifie de conflits des années d'indépendance, et aussi les conflits que je qualifie aussi de deuxième génération, ceux qui ont eu lieu après les années 90, qu'on pourrait appeler des conflits de démocratisation. N'empêche qu'il y a eu des conflits qui sont allés au-delà de la génération à laquelle ils appartenaient pour tomber dans des conflits de démocratisation. Et cela m'a permis de comprendre qu'au bout de toute logique militaire se trouvait la nécessité de négocier et de parvenir à une négociation de paix, d'où l'intérêt de mon sujet et la problématique que j'ai pu dégager dans le cadre de mes recherches doctorales. Alors, la question première qui pourrait se poser ou qu'on pourrait avoir à l'esprit est de savoir comment est-ce que l'on peut parvenir à négocier un accord de paix, quel est le cheminement classique ou les cheminements qui pourraient être dégagés. Il faut avoir à l'esprit qu'une fois qu'un conflit éclate, la première démarche consiste à demander que les belligérants et les protagonistes puissent mettre, comme on le dit, balle à terre pour parvenir à un cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu paraît pour moi la première étape pour calmer les hostilités en vue de préparer les négociations profondes qui vont déboucher sur un accord de paix. Donc, une fois que l'idée de cessez-le-feu est acceptée ou imposée selon les cas, parce qu'il y a eu des cas où le cessez-le-feu a été imposé, une fois que cette idée est admise, en ce moment, il va falloir préparer le processus qui peut conduire à l'obtention de l'accord de paix. Et le processus suivant va consister à la recherche d'une médiation qui implique elle-même à trouver un médiateur consensuel, en tout cas une personnalité ou un organisme qui va pouvoir faire un tant soit peu l'unanimité auprès des protagonistes, même si je conviens que durant le processus de médiation, il peut y avoir des moments de dénonciation de la part d'un protagoniste, de la personne qui a été désignée comme médiatrice. Alors, l'idée de médiation, une fois acceptée, il va falloir maintenant, et ça c'est l'une des problématiques qui est très importante, déterminer le lieu de négociation et les sujets sur lesquels la médiation va porter, et aussi l'agenda de la médiation, qui sont des éléments qui sont à débattre avant que les protagonistes ne puissent se retrouver autour d'une table pour négocier avec l'aide des médiateurs. Alors, une fois que la médiation est parvenue à travailler et à encourager les belligérants à pouvoir s'entendre sur des solutions pour trouver, en tout cas pour solutionner les racines profonde du conflit, en ce moment-là,
on peut envisager mettre sur écrit tout ce qui a pu être discuté. Donc l'accord de paix, en ce moment-là, peut naître avec tout ce qu'il y a comme conséquence en négociant bien de points qui concernent aussi bien la démocratie, qui vont concerner aussi le développement économique du pays, qui vont concerner la réconciliation. Donc ce sont des points qui seront débattus et dont l'accord de paix ne sera que l'instrument qui va permettre de comprendre un peu où est-ce que le processus peut conduire les uns et les autres en cas de problème pour s'y référer. Donc voilà un peu pour caricaturer, pour résumer. Il y a d'abord le processus de cessez-le-feu, un appel au cessez-le-feu. Une fois que le cessez-le-feu est obtenu, on passe au processus de médiation. Une fois que la médiation a fait son travail, ensuite nous débouchons sur les négociations qui vont aboutir aux accords de paix en tant que tels. La typologie des conflits africains présente deux aspects. Il y a le premier type de conflit que je qualifie de conflit de première génération, ou les conflits d'indépendance qui ont opposé des belligérants dès l'octroi de l'indépendance, ou en tout cas l'acquisition de l'indépendance dans les années 50 et 60. Et ces conflits ont porté principalement sur la conquête du pouvoir. Ça a été le cas en Angola, où dès que le pays colonisateur s'est retiré, on a eu l'affrontement de trois grands groupes au début, et ensuite de deux grands groupes qui ont consisté en l'UNITA et au MPLA, qui se sont affrontés pour conquérir le pouvoir. Il y a aussi eu des conflits qui ont porté sur, au-delà de la conquête du pouvoir, qui ont porté sur l'idée de formation de l'État. Ça a été le cas du Biafra, où la sécession, en tout cas la guerre qui a eu lieu au Biafra, a voulu séparer le Nigeria, en tout cas diviser le Nigeria, ou aussi le conflit sud-soudanais qui par la fin a fini à octroyer l'indépendance au Sud-Soudan. Donc ces deux premiers types de conflits diffèrent quand même de la typologie qui concerne les conflits des années 90, que je qualifie de conflits de démocratisation, où là c'est beaucoup plus la faillite politique de ceux qui étaient au pouvoir depuis les indépendances, aussi la faillite économique, parce que la gestion des ressources naturelles n'a pas été très efficiente, et qui se couple avec la faillite au développement, parce qu'il y a eu des populations qui se sont lésées dans la gestion de ce pouvoir-là. Il faut ajouter aussi à ces deux types de faillite la faillite militaire, parce que les armées dans les années 90, pour certains pays en tout cas, ont connu une croissance de pouvoir qui a fait qu'on a constaté dans les années 90 beaucoup de coups d'État qui se sont mués pour certains en tout cas en rébellion, avec le soutien dommageable pour certains pays frontaliers ou pas. Donc la typologie classique des États, des conflits en Afrique peuvent se présenter en conflit d'indépendance et en conflit de démocratisation, qui continue d'être la dynamique aujourd'hui, dans laquelle beaucoup de rébellions en tout cas revendiquent cette mauvaise gouvernance, en tout cas sont contre cette mauvaise gouvernance politique, économique, au niveau du développement comme militaire. Alors vous comprendrez très bien qu'il n'est pas aussi facile pour des gens qui sont arrivés à se battre par les armes de pouvoir les taire aussi facilement à travers des négociations, en tout cas à travers des accords de paix. Parce que la revendication militaire qui a eu lieu à travers les armes va continuer au point de vue diplomatique, et surtout cela va se passer dans les négociations qui vont avoir lieu dans les accords. Donc vous comprendrez que ces revendications-là vont faire l'objet d'âpres discussions, et une fois que soit encouragés ou en tout cas ayant la pression de certains acteurs extérieurs, les protagonistes
parviennent à signer un accord, cela ne voudrait pas dire que tout problème a été résolu. Et le respect des accords de paix dépendra aussi, en tout cas pour beaucoup, du travail continu que fera le médiateur ou en tout cas les instances qui sont mises en place pour veiller au respect de ces accords. Et il faut savoir que, en tout cas pour les pays que j'ai étudiés, le respect a été tantôt plus ou moins satisfaisant, tantôt les choses se sont très vite envenimées et les accords n'ont pas pu en tout cas être respectés. En tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai eu à le démontrer dans mon ouvrage et pendant mes recherches doctorales, le respect des accords de paix dépend en tout, pour partie de la stratégie militaire que telle partie au conflit va adopter. Il va y avoir des moments où une partie mettra bas la terre, comme on va le dire, pour se donner une bonne image auprès de la communauté internationale ou en tout cas auprès des siens pour montrer sa bonne volonté. Mais cette bonne volonté ne cache pas totalement l'envie des uns et des autres d'en découdre par les armes. Une chose est sûre, qu'une fois que les accords sont obtenus, ça permet en tout cas aux acteurs extérieurs de mesurer la volonté réelle des uns et des autres de ne pas solutionner le conflit à travers les armes. Donc c'est un peu une thématique qui, pour moi, mérite au niveau des médiateurs à être prise en compte continuellement pour mesurer en tout cas les couacs qu'il peut y avoir dans l'application de ces accords qui n'est pas facile à obtenir. Alors, je crois que c'est une approche que je ne partage pas pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que de l'histoire des conflits et ce que démontre la polémologie, que ce soit africaine ou internationale, les conflits ou les guerres se sont toujours terminés par des négociations. Et ils partagent aussi la position de ce que je qualifie de réaliste, qui consiste à appuyer la force militaire prépondérante au moment où une certaine situation se présente. Toujours est-il que la force militaire a toujours démontré ses limites. Et c'est encore beaucoup plus compliqué pour les conflits internes parce que les racines et les causes profondes qui ont amené à faire la guerre, en tout cas, ne peuvent pas être solutionnées facilement à travers les armes. S'il est vrai que dans le cas africain, il y a eu ce qui s'est passé au Biafra, où malheureusement ça a été la force militaire qui a pris le dessus, mais cela n'a pas forcément tué toutes les revendications et toutes les rancœurs, alors que il est intéressant, en tout cas à mon avis, de pouvoir trouver une solution pacifique, puisque le conflit se déroule sur un territoire maîtrisé, un territoire bien défini, dont les populations sont amenées, sont obligées de vivre ensemble. Et donc là, je crois qu'il est important qu'on puisse faire beaucoup d'efforts pacifiques pour arriver à obtenir des accords de paix dont les conséquences peuvent aller au-delà des protagonistes eux-mêmes et des forces politiques en présence. Alors là, vous me posez une problématique qui n'est pas très aisée, la dialectique de la justice transitionnelle et de la paix. Bien souvent, certains auteurs les opposent. À mon avis, il importe de chercher à conjuguer la justice transitionnelle et la paix. Pourquoi? Pour deux principales raisons. La première, c'est qu'une fois que le conflit est né, il y a déjà des conséquences qui sont dramatiques. D'abord pour les populations et aussi pour l'État en tant que structure, en tant qu'organe. Et l'un des éléments les plus importants va consister à déterminer ceux qui ont été victimes, en tout cas, de ce conflit-là. Et pour ces victimes-là, il importe, à mon avis, de pouvoir trouver une certaine justice, en tout cas, leur apporter une certaine compassion,
à travers la condamnation ou la poursuite qu'on peut infliger pour ceux qui ont commis les délits ou les crimes les plus graves. Et ça, c'est une donnée très fondamentale qui va apaiser les principales victimes. En même temps, il ne faut pas oublier que l'idée de paix doit toujours émerger et rester dans les cœurs, parce que même si vous trouvez un individu qui a obtenu une certaine justice parce que son bourreau a été condamné, il faut penser aussi à lui apporter une certaine compassion morale, une certaine compassion des fois qui se traduit par du matériel, pour que ce dernier n'arrive pas à son tour à reprendre les armes. Et j'aimerais sur ce point, en tout cas, mettre le doigt sur un élément très important qui est la réparation des préjudices subis par les victimes de tous les camps. Et si on n'arrive pas à réparer de façon profonde ce qui a été détruit, les maîtres-sûrs ne peuvent pas forcément et facilement disparaître. Et deuxièmement, la justice transitionnelle, comme on le dit, justice, il faut que celle-là soit équitable, parce que si elle n'est pas équitable, nous demeurons toujours dans des rancœurs qui ne peuvent pas être tues, qui ne peuvent pas disparaître, tout simplement parce qu'un camp, ou en tout cas des supporters d'un camp, verront qu'ils ont été bafoués, qu'ils n'ont pas été respectés, et ça peut être une cause, une racine inhérente à un conflit futur. Voilà un peu ce que je pourrais mentionner, et je ne partage pas l'avis de beaucoup qui pensent que soit nous choisissons la justice transitionnelle pour sacrifier la paix, ou soit nous choisissons la paix et on essaie de fermer les yeux en espérant que le temps joue et apaise les cœurs, mais il faut avoir à l'esprit de conjuguer les deux habilement pour que le pays puisse se reconstruire avec toutes les populations qui ont été victimes des dégâts de la guerre ou du conflit. La question me fait un peu sourire parce que il faut comprendre que l'amnistie, certes, est un pardon donné à ceux qui ont eu à commettre des crimes, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans le droit de conflit armé interne, en tout cas, l'amnistie ne peut concerner les violations graves des droits de l'homme et aussi concerner les crimes économiques. L'amnistie qui est prononcée concerne le délit politique, l'infraction politique qui a été la conquête du pouvoir par les armes ou la tentative de coup d'État. C'est ce délit, cette infraction politique qui peut être amnistiée. Mais on ne saurait amnistier des violations graves des droits de l'homme d'abord, parce que les règles du jus cogens s'opposent à ce que des violations graves des droits de l'homme ou des crimes de guerre puissent être amnistiés, et aussi qu'on puisse amnistier des faits qui ont porté sur des crimes économiques. Ce qui s'est passé en Sierra Leone a été une exception, mais une exception qui très vite a été balayée une fois que les négociations ont abouti à cet accord de Lomé qui a été beaucoup décrit en tout cas sur ce point. Et parler de trahison de la part du président Kaba, je ne sais pas, mais peut-être que ça a été à ce moment-là une posture qu'il a adoptée pour pouvoir calmer les esprits et espérer attirer les belligérants à une certaine négociation pour éviter peut-être une certaine imposition de la paix. Parce qu'il ne faut pas oublier que la paix, dans certains cas, peut être imposée, le cessez-le-feu peut être imposé. On ne peut pas admettre en l'état actuel du monde que de graves violations des droits de l'homme puissent être commises de façon perpétuelle. On ne peut pas l'admettre aujourd'hui. Donc, si ça a été une trahison, je ne sais pas, mais peut-être que c'était à l'époque le moyen de pouvoir obtenir un certain consensus, un certain consentement pour cela à participer à des négociations. Mais il est clair que ce qui a été amnistié pour les crimes des droits de l'homme ne peut pas être accepté. Et le tribunal, je crois, l'a pas retenu. Vous me posez
posé une question qui est très intéressante et qui m'amènerait peut-être à répondre en vous demandant, dites-moi pour quel conflit qui implique quel acteur et pour quelle époque. Parce que si tant est vrai que les accords de paix en eux-mêmes sont censés apporter une solution pacifique au conflit, et les ingrédients qui peuvent participer à cette solution pacifique dépendent pour partie de la volonté des protagonistes d'abord à accepter l'idée d'aller à des négociations, d'aller à un accord de paix, et aussi de la nature profonde du conflit en tant que tel. Et aussi, il faut tenir compte de l'époque, parce que tout à l'heure, je disais que la typologie des conflits a beaucoup évolué. Nous sommes dans une autre dynamique aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a toujours des petits conflits ça et là, mais qui ne sont pas les conflits des années des indépendances ou les conflits des années 90. Donc il faut tenir compte de ces quelques aspects pour mesurer comment nous pouvons discuter de quel type de conflit, en tout cas de quels ingrédients mettre dans les accords qu'on peut négocier. Et en général, ce qu'il faut avoir à l'esprit, il faudrait que d'abord la volonté des protagonistes à aller à la paix soit quelque chose de bien réel, que ça soit consensuel ou un peu forcé, mais en tout cas, il faut amener les uns et les autres à aller vers la paix. Et aussi, aujourd'hui, avec des instruments, des organes comme la Cour pénale internationale, je crois que la pression morale sur les protagonistes à un conflit est très forte et peut amener les uns et les autres à faire beaucoup attention à tout ce qui peut être comportement violateur des droits de l'homme et des crimes de guerre. Donc aujourd'hui, la dynamique a évolué un peu aujourd'hui. Et donc la pression aussi a évolué. Si naguère la volonté autonome des protagonistes à aller à la paix, à négocier, était très forte, aujourd'hui, c'est quelque chose quand même qui est moins important parce que les pressions et l'environnement permet aux uns et aux autres de comprendre qu'ils n'ont pas trop le choix que de manifester leur mécontentement autrement. Même si on est tous d'accord que des fois ça peut se passer par la voie des armes et que malheureusement les conséquences peuvent être à déplorer à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu. On peut déplorer cela. La réponse à cette question, au risque d'être un peu hâtive, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre quand même. Et ce que je pourrais dire par rapport au cas que vous citez, il faut déjà prendre en compte les racines, les causes. C'est d'abord le premier comportement. Il faut essayer de comprendre la dynamique qui a pu créer le problème pour permettre aux protagonistes de se sentir, pas important, mais en tout cas de se sentir écoutés. Le cas du Mali aujourd'hui, on l'a tous suivi, a beaucoup évolué, a beaucoup été influencé par la situation de la Libye. Le conflit Touareg a vite dépassé l'entendement des acteurs qui étaient impliqués dans la résolution de ce conflit, parce que la situation de la Libye est venue aggraver un peu les choses. Et au niveau de la Centrafrique, comme vous le mentionnez, c'est un conflit aussi qui a été pour beaucoup, je ne dirais pas étouffé, mais qui n'a pas été perçu en temps réel. Et c'est dommage qu'on soit arrivé à cette situation où on ne perçoit pas bien les revendications des uns et des autres. Et qui fait aujourd'hui que ce conflit-là, pour moi, tend à être une guerre civile, parce que les affrontements se passent pour beaucoup entre populations.
Et c'est un peu ça la difficulté avec le conflit armé interne pur que j'ai voulu analyser, où en face, nous avons une organisation militaire bien mise en place, où on a des chefs avec qui discuter et pour qui, en tout cas, nous pouvons tenir responsable en cas de dérapage. Mais aujourd'hui, en Centrafrique, le problème dépasse un peu tous ceux qui s'intéressent à ce conflit. Parce que bon, quand des populations arrivent à s'attaquer entre elles, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour ce qui peut se passer en Somalie, comme vous l'avez dit, c'est encore une autre configuration, parce que la Somalie, vous le savez, n'a pas connu de paix depuis bien longtemps, et il faut tenir compte aussi de la géopolitique et de l'idéologie dans laquelle ce conflit baigne. Est-ce que c'est un conflit à caractère terroriste, ou est-ce que c'est un conflit culturel mais dont les manifestations aujourd'hui sont mal perçues, ou est-ce que c'est un conflit religieux? Mais en tout, il faudrait arriver à réfléchir plus profondément pour cerner tous les aspects, et surtout pour comprendre l'évolution de ce conflit, parce que pour ma part, le conflit en Somalie aujourd'hui a beaucoup évolué. Ce n'était pas ce conflit-là des années passées où on voyait tout de suite des groupes armés qui s'affrontaient pour le contrôle d'un État qui en réalité n'en a pas été, parce que depuis longtemps, la Somalie a toujours constitué cette difficulté dans la Corne de l'Afrique. Et est-ce que les Africains sont parvenus à comprendre comment solutionner, trouver des solutions pacifiques à ces conflits? Beaucoup reste à faire, et il faut éviter de prendre des accords tout faits pour chercher à les plaquer à des conflits peut-être qui ne sont pas adaptés. Et il faudrait aussi, dans l'approche, avoir un comportement inclusif, c'est vrai, mais un comportement qui ne puisse pas écarter ou minimiser des causes qui ne sont pas apparues de façon ouverte, mais qui peuvent être des causes inhérentes ou lointaines à venir. Et ça, il va falloir que dans un cadre plus global, les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO, la CEMAC et autres puissent inscrire la dynamique de résolution des conflits internes dans leur politique profonde, d'amener l'Afrique à un développement réel, à un développement juste et à un développement équitable. Yeah, yeah, yeah.